Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment, dans un pays qui regorge de matières premières, et un continent en général, il est possible que les gens restent dans la pauvreté? Alors le fameux Henri Guénaud, qui écrivait les discours de Sarko, dans son célèbre discours de Dakar, où il a fait la leçon au début de son mandat aux Africains, Sarkozy-Guénaud reprochait aux Noirs africains de ne pas être entrés dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils sont totalement ignorants ou totalement malhonnêtes, ou les deux, mais l'Afrique, berceau de l'humanité. Peuplé d'1 milliard d'habitants, le continent est riche d'une diversité ethnique et culturelle extraordinaire. Mais son histoire reste encore largement méconnue. Cette lacune commence peu à peu à se combler, car au cours des dernières décennies, historiens et archéologues ont fait de prodigieuses découvertes. À défaut de documents écrits, l'histoire de l'Afrique s'est transmise à travers les bijoux et les sculptures, la culture, les traditions et les légendes. Voici à peine une centaine d'années, Karl Mosch, un chercheur d'or d'origine allemande, s'aventurait dans ces régions reculées et au terme d'une longue piste tombait sur ces murailles. C'était le premier homme blanc à les contempler. Ce qu'il avait découvert, mais il l'ignorait, c'étaient les plus grandes constructions humaines de toute la vieille Afrique, au sud de la vallée du Nil. Qu'était-ce donc que ces ruines mystérieuses, découvertes au fin fond de l'Afrique? Dans le monde, hors de l'Afrique, on ignorait tout de l'histoire ancienne des peuples noirs. Aujourd'hui, enfin, on commence à apprendre. On sait que ces impressionnantes murailles s'élevaient au centre d'un puissant royaume noir. Comme dans une forteresse, des monarques vivaient leur royale solitude, qui ajoutait à leur mystère, comme il convient à la condition royale. Investis des pouvoirs religieux et temporels, ils incarnaient le bien-être du peuple. Une cité de pierre au cœur de l'Afrique. Pourtant, les Blancs qui les premiers la découvrirent étaient si aveuglés par leurs préjugés qu'ils ne pouvaient en accepter l'évidence. Plutôt que d'admettre la possibilité de l'existence d'une histoire véritablement et exclusivement africaine, ils trouvèrent des explications fantaisistes. Par exemple, ils parlèrent de rites en l'honneur de lointains monarques comme le roi Salomon et la reine de Saba. Le philosophe allemand Friedrich Hegel avait donné le ton. Bien que n'étant jamais allé en Afrique et ignorant tout de ses habitants, voici ce qu'il en disait publiquement en 1831. L'Afrique est le pays où les hommes sont des enfants. Une terre à l'écart de la lumière de sa propre conscience historique et baignée par les couleurs sombres de la nuit. À ce point, oublions l'Afrique et n'en parlons plus. Car l'Afrique n'appartient pas à l'histoire du monde. Hegel n'était pas seul à penser ainsi. Ses propos étaient très écoutés. Richard Burton, un explorateur anglais,
qui lui connaissait l'Afrique et avait étudié certaines de ses langues, de ses coutumes, disait ceci. L'étude des Noirs, c'est étudier l'esprit humain à son stade le plus rudimentaire. Des êtres qui ressemblent davantage à une dégénérescence de l'homme civilisé qu'à des sauvages susceptibles de le devenir, ne serait-ce que par leur inaptitude au progrès. Leur naturel est impropre à l'éducation ou à la culture. Ils semblent appartenir à l'une de ces espèces infantiles, ne pouvant accéder à la condition d'homme, tel un maillon interrompu de la grande chaîne de la nature. Samuel Baker, un autre explorateur célèbre qui traversa cette région à la recherche des sources du Nil, écrivit dans ses mémoires. La nature humaine, à son stade le plus grossier, comme j'ai pu l'observer chez les sauvages africains, est précisément du niveau de la brute et ne saurait être comparée au noble caractère du chien. On ne trouve chez eux ni gratitude, ni pitié, ni amour, ni don de soi. Rien que la cupidité, l'ingratitude, l'égoïsme et la cruauté. Impardonnables, les Européens des XVIIIe et XIXe siècles préférèrent oublier ce que leurs ancêtres savaient fort bien, à savoir qu'en Afrique occidentale avaient prospéré de nombreux royaumes, aussi somptueux et bien gouvernés que d'autres en Europe médiévale. Qui plus est, les récits des commerçants et des diplomates ayant circulé dans ces royaumes n'étaient imprégnés d'aucune attitude de supériorité raciale. Le racisme, en fait, est un mal relativement moderne. Rien n'illustre plus clairement les changements qui allaient se produire que l'art européen de la Renaissance, et même antérieur à la Renaissance. Dans ces tableaux, blancs et noirs figurent avec une égale dignité. On n'y trouve aucune allusion à ce que plus tard, le monde devait appeler la nature humaine à son stade le plus grossier. Et cette reconnaissance d'égalité entre blancs et noirs prédominait aussi au Moyen-Âge. Saint Maurice, qui était noir, comptait parmi les saints vénérés en Europe centrale. Nous le verrons, il est l'un des héros de cette histoire. Qu'y a-t-il donc à l'origine de ce changement radical d'attitude chez les Blancs? L'histoire nous donne la principale réponse: le commerce des esclaves vers le Nouveau Monde. Accrochés dans leurs forteresses de la côte occidentale de l'Afrique, les nations européennes se concurrençaient dans la déportation de millions d'hommes et de femmes noires. Les canons de ces Blancs n'étaient pas pointés vers l'Afrique, souvent considérée comme source de danger, mais vers l'océan, prêts à affronter les navires rivaux pouvant soudainement apparaître à l'horizon. Bien sûr, les Africains n'ont pas été les seules victimes du racisme et des préjugés de couleur. Mais s'ils ont davantage souffert que les autres peuples du monde, la raison en est d'abord là. Pendant plus de 300 ans, cette superbe côte a été le théâtre de la cruauté organisée et systématique. Des années durant, les Noirs, arrachés à leur foyer, furent précipités dans le monde de misère et d'humiliation des Blancs. On les considérait comme moins qu'humains, comme des objets à acheter ou à vendre, comme du bétail contre lequel tout acte de violence et d'avilissement était justifié. Partout où le trafic des esclaves a sévi, la stabilité et les structures de la vie africaine furent anéanties. Et avec elles, le respect mutuel ayant préalablement existé entre blancs et noirs. Le trafic des esclaves a cessé depuis longtemps. Il faut à nouveau réfléchir. Toutes ces vieilles idées sur l'infériorité des Noirs étaient complètement fausses, sans fondement. Elles doivent être balayées de notre esprit. Et alors, que de vérités à découvrir.
Grâce au progrès de la science, on tient pour sûr aujourd'hui que les Noirs ont leur propre histoire, aussi riche et étrange, longue et surprenante parfois, que l'histoire de n'importe quelle autre branche importante de l'espèce humaine. Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau, cependant, est une rare exception. C'est le seul, semble-t-il, qui démontre si clairement le point de vue du professeur. Le même tombeau sur le même plan.
Ce qu'il faut noter, c'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans les temps modernes, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau, c'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.